Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Objectif Santé Canine. Je suis très content de vous retrouver cette semaine. Je vais vous parler aujourd'hui des outils coercitifs, à savoir collier semi-étrangleur, dit martingale, collier étrangleur, collier à pointe ou torquatus, c'est la même chose, et le collier électrique. Et même je ferai un petit tour sur le licol. Et il en existe certainement d'autres d'outils coercitifs, mais pour l'instant je m'arrêterai sur ces 5. Je pense que c'est les plus courants et les plus importants à aborder. Pour commencer, on va définir ce que veut dire coercitif. Alors coercitif, ça veut dire qui exerce une contrainte. Alors comment fonctionne un outil coercitif? Dans la tête du chien, ces outils fonctionnent ainsi. On va se mettre en situation. Mon chien tire en laisse. Donc, je décide de lui mettre un collier étrangleur, tout ce qu'il y a de plus classique, ou martingale. Lorsqu'il tire, je tire à mon tour pour provoquer l'étranglement. Le chien associe le fait qu'il tire à la douleur provoquée par l'étranglement. De cette manière, il ne devient plus rentable pour le chien de tirer, car les conséquences de ce comportement sont trop douloureuses. Ainsi, on remplace donc le problème de la traction du chien par une crainte à la douleur. Donc en fait, on transpose le problème vers quelque chose de moins compliqué pour nous, pour le confort de l'être humain. Le prix à payer est le suivant. Le chien comprend que vous êtes l'émetteur de cette douleur et vous associe par conséquent à son inconfort, ce qui dégrade inévitablement la relation du binôme. Donc ça, c'était pour comment fonctionne un outil coercitif au niveau psychologie du chien. Maintenant, je vais m'attaquer à quelques idées reçues parce qu'il y en a sur à peu près chaque outil coercitif et c'est important de les relever. Pour la première idée reçue, alors je vais m'attaquer d'abord au collier semi-étrangleur, donc dit martingale, et le collier étrangleur. L'idée reçue la plus courante serait de dire que en fait, le but recherché de ces outils, c'est d'émettre un son dans l'objectif d'interpeller le chien, donc de le faire réagir. Si ça fonctionnait vraiment comme ça, il serait inutile que ce collier ait une fonction étrangleur. Si ça fonctionnait ainsi, autant tout simplement mettre un bracelet par exemple avec des grelots qu'on ferait secouer pour interpeller le chien, auquel cas ça ferait le même bruit et on aurait la même réponse du chien. Le chien réagirait potentiellement de la même manière. Ce qui se passe vraiment, c'est qu'en provoquant l'étranglement chez le chien, celui-ci associera le bruit de la chaîne précédant l'étranglement comme étant une prévention à la douleur, puisque avant que le collier ait son effet étrangleur, il y a d'abord ce bruit de chaîne. Donc, en réalité, c'est pour ça qu'on ne pourrait pas utiliser un bracelet à grelots parce qu'il faut quand même qu'il y ait une punition derrière. Et un bracelet, ça n'émet pas de punition, donc ce n'est pas que un bruit. Donc, en fait, comme le chien associe le bruit de la chaîne à ce qui vient avant l'étranglement, il sera logiquement de moins en moins nécessaire d'en arriver à l'étranglement, puisque un simple bruit de métal fera qu'il arrêtera son comportement. Mais on a observé dans de très nombreux cas qu'il était nécessaire de réutiliser l'étranglement étant donné que le chien ne subissait plus la punition et dissociait donc le bruit de la douleur. Et ça arrive également quand on souhaite retirer l'outil. Le chien n'est pas bête, il a bien compris que c'était ce collier précisément qui était l'instrument de la douleur. Donc en fait, si vous repassiez au collier plat en cuir, il comprend bien que ça n'a plus la même fonction et que donc il n'y a plus de punition. Donc à ce moment-là, si vous aviez mis le collier étrangleur ou martingale parce que votre chien il avait tendance à tirer en laisse, eh ben, il risque de reprendre son mauvais comportement et à ce moment-là, vous devriez songer à repasser au collier étrangleur ou martingale pour conserver la modification de comportement et que le chien sache que à tout moment, la punition peut être effectuée. Deuxième idée reçue, là je vais parler du collier à pointe, donc le collier dit torquatus. Donc on va monter petit à petit dans la douleur.
Donc l'idée reçue la plus courante sur ce type de collier, certainement que vous l'avez déjà entendu et peut-être que vous ne vous êtes même pas posé la question parce que du coup en fait cette explication je l'ai vue nulle part et pourtant c'est la plus logique. C'est de dire que ce collier est utilisé à l'envers et qu'il a pour fonction initiale de protéger les chiens de protection de troupeau contre les attaques de loups. Alors ça c'est une énorme connerie, c'est une énorme idée reçue. Pourquoi? Ce collier a bel et bien été créé pour infliger une punition au chien. Donc chaque pointe, donc ces différents points de pression sur le cou, ça a été créé justement pour émettre une haute douleur. Une douleur du moins plus importante que ce qu'on retrouve chez le collier martingale ou chez le collier étrangleur. En réalité, il y a une très grande différence entre le collier Torquatus et le collier de protection de troupeau. Je vous mettrai des photos, vous allez vous en rendre compte. C'est absolument évident que le Torquatus ne s'utilise pas avec les pointes vers l'extérieur. Quand on voit ce qu'est vraiment un collier de chien de troupeau, de chien de protection de troupeau, il faut se rendre à l'évidence, le Torquatus n'a pas été créé pour ça. D'autant plus que quand vous recherchez collier à pointe, collier Torquatus sur internet, toutes les représentations de ces colliers se font avec les pics à l'intérieur. Et évidemment, vous ne verrez jamais un Kangal, donc qui sont des chiens de protection de troupeau, un chien de berger turc, avec un collier Torquatus avec les pointes vers l'extérieur. Comme je l'ai dit précédemment, il suffit de regarder la différence des pics entre ces deux colliers pour comprendre que le Torquatus serait complètement inefficace face à un loup, contrairement au collier de protection de troupeau. Vous verrez les images, de toute façon, on voit bien que les pointes sont beaucoup plus importantes sur le collier de protection de troupeau et qu'un loup se blessera beaucoup plus sur un collier de protection de troupeau que sur un Torquatus. Un Torquatus face à un loup, ça ne fera strictement rien du tout. En plus, le collier à pointe est censé s'utiliser avec des caoutchoucs sur les pointes puisque en fait, les fabricants eux-mêmes sont conscients des dégâts que ça peut engendrer sur le chien. Donc si c'était à des fins de protection de troupeau, de protection de chiens face aux morsures de loup, pourquoi on y mettrait des caoutchoucs? Pour protéger le loup peut-être? Je ne pense pas personnellement. Après, libre à vous de penser ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous parler d'un point qui est important à connaître sur le sujet des outils coercitifs. C'est en fait la résistance du chien à la douleur et par conséquent de l'adaptation de la pression émise par le propriétaire sur le chien. Donc, en fonction de la résistance et des réactions du chien face à la douleur, on adaptera les outils et les pressions exercées sur le chien. Donc sur un chien à tempérament un peu plus réservé, on aura plus tendance à se diriger vers un martingale. Un chien intermédiaire avec un tempérament pas non plus trop léger mais pas non plus trop fort, on sera plutôt sur l'étrangleur. Et un chien à fort caractère, on sera plutôt sur le Torquatus. Et dans les cas jugés les plus compliqués, ils auront recours au collier électrique. Dans l'ordre, nous aurons le collier semi-étrangleur, donc dit martingale, le collier étrangleur classique, le collier à pointe dit Torquatus et le collier électrique dit de la grosse merde. Par exemple, sur un chien dont la personnalité serait plutôt réservée, sa résistance à la douleur pourrait être plus faible, donc on optera davantage pour un collier type martingale. Ainsi, au plus la personnalité est forte, au plus la résistance à la douleur est importante, au plus on utilisera des outils provoquant plus de douleur. Donc dans le cas d'un chien à fort caractère, donc théoriquement à plus haute résistance à la douleur, on optera pour un collier Torquatus et ceci en adaptant la pression émise sur le collier. Et ceci fonctionne exactement de la même manière sur un collier électrique où on adaptera la puissance de la décharge en fonction de la résistance du chien. En sachant que, comme je l'ai dit précédemment, on recense beaucoup de cas de rechute, on va appeler ça comme ça, du comportement une fois les outils retirés.
ou alors si on est toujours avec les outils, il faut rappeler au chien que la punition est toujours présente parce que le chien pourrait vite s'habituer à ne plus être sanctionné et donc refaire apparaître les mauvais comportements. À présent, on va s'attaquer aux conséquences mais physiques des outils coercitifs. Pour le martingale et l'étrangleur, il y a des risques de lésions sur la trachée ainsi qu'au niveau des cervicales et une augmentation de la pression oculaire. Donc en fait, tout bêtement, le cou va être serré, ça va venir appuyer sur la trachée, sur les cervicales et forcément, ça va couper la bonne circulation du sang, ce qui va provoquer de la pression oculaire. Pour le torquatus, je vous mettrai des images un petit peu pour que vous vous rendiez compte des dégâts. Ça va être un peu sale, mais bon. Ça fait partie du jeu quand on veut apprendre et quand on veut s'informer de toutes les conséquences de ce qui peut se faire sur nos chiens. Pour le torquatus, il y a de gros risques de blessures profondes en raison des pics qui peuvent transpercer la peau. Pour le collier électrique, on observe beaucoup de cas de brûlures en fait à cause des décharges et ça provoque également des lésions cérébrales. À présent, je vais m'attaquer aux conséquences comportementales de l'utilisation de ces outils. Alors en fait, avec l'utilisation de ces outils, nous n'éduquons pas le chien, mais le contraignons à adopter le comportement que l'on souhaite, car le chien veut éviter la douleur physique. Pour revenir à notre exemple du chien qui tire en laisse, grossièrement, celui-ci se dit « Est-ce que tirer en laisse vaut le coup de subir cette punition ?» Réponse « Non, je ne tire plus ». Il y a ainsi dégradation de la relation car grossièrement, le chien se dit « Mon maître est le responsable de ma douleur, par conséquent néfaste pour ma survie, il vous associera donc à douleur et insécurité ». Voilà pour les conséquences d'ordre comportemental, il y en a beaucoup d'autres, mais en fait il y en a tellement que je ne peux pas les citer les unes après les autres. J'ai cité la plus importante et la plus courante, puisque l'utilisation de ces outils, selon moi, engendre inévitablement ce que je viens de citer. Et du coup, le dernier outil, là ça ne va pas être un collier, ça s'y apparente, mais ce n'en est pas un. Donc ça va être le licol. Il y aura une petite photo qui consiste en fait à placer l'outil sur le museau du chien et une attache s'y trouve en dessous. Donc en fait, il va provoquer un détournement de la tête du chien à chaque fois que celui-ci va tirer. Il faut imaginer un collier qui me prendrait bien la tête et donc si je tire avec une attache ici au niveau de ma bouche, en fait, à la moindre traction, ma tête, elle va partir d'un côté ou de l'autre. Et donc, en fait, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les cervicales du chien. Donc, ça fait partie des outils coercitifs. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et qui ne savent pas que ça peut vraiment tuer le chien au niveau des cervicales. Donc, encore une fois, il vaut mieux apprendre à son chien à ne pas tirer en laisse de manière positive par de la récompense. Et du troc, enfin il existe plein de types d'éducation qui sont bienveillantes et il n'y a pas besoin d'avoir recours à des outils coercitifs. Mais voilà, je voulais quand même placer le licol parce que c'en est un qui est relativement courant et les gens ne se rendent pas compte de comment il fonctionne réellement. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur l'utilisation des outils coercitifs. Jusqu'à présent, je suis absolument contre toute l'utilisation d'outils coercitifs. Néanmoins, je reste très ouvert au débat, étant donné que certaines interrogations n'ont pas de réponse précise, mais sont davantage d'ordre éthique, ce qui permet d'ouvrir le débat. Il est par exemple d'ordre éthique de savoir si c'est recevable que la rapidité d'obtention d'un résultat légitimerait, donc rendrait acceptable l'utilisation d'outils coercitifs, donc de provoquer une contrainte physiquement douloureuse. Est-ce que ceci est acceptable ou non? Et si on se pose cette question, moi ça me fait poser une autre question, c'est à partir de quand il est acceptable de provoquer X degrés de douleur à un chien afin d'obtenir un certain résultat qui serait inatteignable par des méthodes positives, en sachant que ça nécessiterait donc de déterminer ce qu'est un résultat inatteignable, ce qui serait très complexe. Parce que moi personnellement,
J'ai jamais rencontré de cas de problème de comportement qui n'est pas résolvable par une éducation positive. Mais comme il existe autant de cas qu'il existe de chiens, le jour où on me confronte à ce cas précis et qu'on arrive à me convaincre, je pense qu'il faudrait beaucoup de savoir et beaucoup de pédagogie pour me faire comprendre dans quelle mesure ce serait acceptable. Néanmoins, je suis quand même ouvert au débat. Je pars du principe que je ne connais pas toutes les situations qui existent, mais de ce que je connais, toutes les situations sont solvables par des méthodes positives et ne nécessitent absolument pas des méthodes coercitives. C'était tout pour la vidéo, elle est un petit peu plus courte que les autres. Je voulais faire un format un peu plus cool, un peu plus détendu. J'espère qu'il n'y aura qu'une partie, ça dépendra du montage. En tout cas, voilà pour les outils coercitifs. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça m'a fait kiffer de la faire. Ce petit travail de recherche, de regroupement de toutes les informations que je sais font que j'adore faire des vidéos sur cette chaîne. J'essaie de m'améliorer au niveau de l'intro, au niveau de l'outro aussi, que vous verrez d'ici quelques secondes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien rater, comme ça j'apparais dans votre fil d'actualité. Si vraiment vous aimez le contenu, n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous recevez directement une notification quand une vidéo sort. Et moi je vous dis certainement à la semaine prochaine si le temps et l'énergie me le permettent. Et voilà, j'étais super content de faire cette vidéo. C'était Objectif Santé Canine. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine très certainement.